c'est chiant, je vous jure. Vous étiez parti sur un bon gros délire complètement n'importe quoi d'esque, et j'espère que vous l'embrassiez totalement dans votre ton, mais vous êtes frileux. C'est-à-dire que vous assumez que c'est la fin du monde, tout ça, mais vous l'appuyez pas de façon ultra poussée, de façon à ce que ça puisse être un bon gros délire sympathique, ce qui fait que ouais, je me tape un truc à peu près compétent qui passe sans plus, quoi. C'est... Disons qu'une fois de plus, je peux pas trop me plaindre de ça, mais ouais, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. Je pense que je vais faire ça vite. Donc voilà, il y a nos héros qui reviennent à Zimbabwe pour faire le transfert jusqu'à Chambord. Il y a tout un passage autour de la princesse qui en pince vraiment pour Pedro, mais genre une obsession maladive, quoi. Genre, ah, mon Pedro, il est arrivé, je vais le voir. Et elle essaie d'être gentille avec lui parce que lui, il est en pleine déprime, parce qu'il sait que c'est la fin du monde, et donc, ouais, c'est pas glop. Et dans un sens, Sancho et Pedro sont les seuls à avoir une réaction légitime à ça. Parce que, ouais, il y a nos enfants, quoi, ils ont réagi en disant «Oh, mais c'est surprenant, ok, en route pour l'aventure une fois de plus, à peu de choses près, Mendoza, il suit, ouais, je suis courageux, tout ça. C'est les seuls à déprimer de façon un tout petit peu compréhensible dans ce genre de circonstances. Ce qui fait qu'on on essaie de montrer un moment un petit peu joli où la fille essaye de les soutenir. À nouveau, parce qu'elle en passe à fond pour Pedro, je ne comprendrai jamais ça. Alors, enfin bref, quoi. Du côté de nos enfants, ils vont se retrouver à Chambord et faire un petit jeu de piste. Et c'est plus ou moins la grosse moitié de l'épisode, les 2 tiers de l'épisode, un jeu de piste à Chambord. Ils entrent à Chambord, il y a un passage débile avec un garde qui les laisse pas passer tout de suite, mais il passe pour un con, le garde, c'était bien la peine de faire ça. Et... après coup, ils vont un petit peu faire le tour du palais, voir des petites pistes super faciles à voir. Du genre, regardez, il y a des tuiles de salamandre qui représentent donc les alchimistes, et c'est le symbole de Chambord. Une fois de plus, comment, bordel de cul, les mues atlantes ont pu prévoir ça, parce que ta gueule c'est magique. Bref, ce symbole-là, il y en a certains qui sont à l'envers. Des salamandres inversées. Donc ça mène à une piste, on la suit. Au bout d'un moment, ça mène vers un F inversé, hein, qui représente donc le symbole de François Ier. Et il y a Pichou qui appuie sur cette tuile-là, qui s'enfonce dans le mur. Ça fait en sorte que l'escalier en hélice se résorbe et aille sous terre plutôt que sur terre. Voilà, une fois de plus, on adore inventer à Léonard de Vinci des tonnes de passages secrets, des trucs complètement farfelus parce qu'il a fait beaucoup de trucs. Et voilà, ça mène à une petite voie, donc une route sous terre, et qui les mènera à la base de la 7ème cité d'or. Ça n'aura pas duré très longtemps, ça, il aura fallu un épisode et demi pour y arriver. Voilà, c'est histoire de dire très rapidement, on gère ça comme ça. On essaye de jouer un tout petit peu sur certaines énigmes. Genre là, on avait parlé de l'autre côté du miroir. Et ben l'autre côté du miroir, c'est une sorte de lac. Il y a un lac au centre de l'endroit où il se trouve, et qui les reflète. Et donc c'est un petit peu comme un miroir. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout, puisqu'il y a un piédestal bien en évidence qui permet de faire ressurgir la base de la cité en simplement la tournant. En tout cas, c'est ce que fait Tao, quoi. On n'explique pas ce qu'il fait particulièrement, il la tourne, cette espèce de machin, quoi. Et grâce à ça, paf, ça fait surgir la cité d'or dessous le lac. Et on est content, on a la base. Hein. Il y a Esteban et Elia qui mettent leurs médaillons, ça affiche des tonnes de petits trucs, de plans, et qui proviennent des 6 cités d'or précédentes, et ils se disent, alors qu'il y a François Ier, le roi de Zimbabwe et Mendoza qui sont là, histoire de dire qu'ils existent, ils se disent, ah, maintenant on a les plans pour construire cette 7ème cité d'or, et bon, on sait pas exactement comment ils comptent faire. Ça sent un petit peu la construction un petit peu magique, directe, rapide, et pas un truc où on va faire venir des tonnes de gars qui vont bosser avec leur marteau pour mettre en place une cité d'or via ces plans-là. Ça sent un petit peu ça, j'en suis presque sûr, donc ok. Ou alors peut-être qu'il va falloir utiliser les matériaux qu'Ambrosius a piqués.
Hein, et à ce moment-là, il faudra aller les rechercher, et c'est peut-être ça l'excuse qui les amènera à revoir la Guerra et Gaspard, enfin. Ah oui, parce que oui, ils sont séparés depuis un petit moment quand même, ceux-là. Ok, et c'est là que ça se termine. Je me dis, ah ouais, c'est pas mal fait, c'est un peu simpliste le jeu de piste qui est mis en place, mais il se suit acceptablement. Il n'y a rien de spécial à en dire, quoi. On joue sur la situation mise en place de façon très bateau, classique, où ouais, il n'y a rien qui se démarque grandement en bien comme en mal. Je veux dire, ça reste acceptable, voilà. Il y a un petit passage de discussion avec Nostradamus, histoire de dire ah, ta science marche. Alors qu'au bout du compte, ça sert absolument à que dalle. Parce que voilà, la raison pour laquelle Tao a un peu parlé de Nostradamus, c'est qu'il aurait pu donner la date exacte. Et peut-être que ça se fera dans l'épisode suivant, un truc comme ça. À ce moment-là, peut-être qu'il a une utilité réelle, Nostradamus. Mais voilà, pour l'instant, il sait pas, Nostradamus. Hein. En tout cas, il ne leur dit pas la date précise. Donc, ouais, il sert à rien. C'est la seule utilité qu'il a, quoi. C'est de donner une date précise, une échéance précise. Je vois que ça pour l'instant. Je vois que ça qu'il apporte. Et oui, on essaye de jouer sur le fait que ah oui, mais j'avais raison, ma science marche. Je suis un grand prémoniteur. Ouh, je vais pouvoir écrire un bouquin, je vais être célèbre, tout ça, tout ça. J'en ai content pour toi. Oui, c'est bien. Le passé de Nostradamus, trop super. Donc, ouais, il n'y a rien de grandement notable par rapport à ça. Parce que oui, c'est un petit jeu de piste à la con qui se suit sans plus. Voilà. Et à part ça, on a un petit suivi donc de la situation de Gaspard et la Guerra, qui sont donc obligés de continuer à pas puisque la nef est complètement bousillée. Et oui, apparemment avoir fait se renverser l'oricalque liquide, ça veut rien dire. Ou alors ils l'ont plus, et maintenant que c'est tout renversé, ils peuvent plus le collecter, l'oricalque liquide. Ça, je m'attendais vraiment à ce que ça joue là-dessus, genre que ça commence l'épisode avec ces deux-là qui essayent de se réveiller de l'accident de leur coltard, quoi, et qui doivent se dépêcher de quitter la nef avant qu'elle explose, ou un truc comme ça, parce qu'il y a de l'eau qui est sur le point d'atteindre l'oricalque liquide, un truc comme ça, vous voyez. Mais non, c'était juste une petite image de fin de l'épisode précédent, histoire de dire. Et apparemment, ils l'ont encore, on ne le montre pas particulièrement parce qu'ils ont emporté le fameux coffre qui tient tous les objets à Atlante, hein. Et voilà, hein, ils continuent leur chemin. Et il y a Gaspard qui essaie de bien sûr avoir en portant le coffre, même si c'est lourd. À un moment donné, la nuée de criquets réattaque. Parce qu'ils ont vraiment envie de s'en prendre à eux. Ils sont attirés par les objets muins, peut-être. C'est de la magie, je ne sais pas trop. Enfin bref, ils décident de s'abriter dans une grotte pour leur échapper. Et dans cette grotte, il y a la Guerra qui finit par se rendre compte qu'il y a des dessins représentant les Olmecs. Hein, un petit mystère, petit suspense, parce qu'il y a les indigènes qu'on a donc vus dans l'épisode précédent, qui sont un peu plus nombreux, qui les approchent, et le petit cliffhanger de fin, si j'ose dire. Il n'y a rien de spécial à dire, quoi. Ça poursuit ce que l'épisode précédent avait instauré, et puis voilà. J'ai pas grand chose à dire en fait, ça se déroule. Qu'est-ce que vous voulez que je commente en bien ou en mal là-dedans, quoi? On raconte quelque chose qui passe. Il n'y a rien d'insultant, d'énormément insultant là-dedans. Il n'y a rien d'énormément marquant non plus. Puis tu passes, voilà. Ok. C'est pas fameux, je vous cache pas. C'est pas le genre d'épisode qui est extra à commenter en réaction, hein, je vous cache pas. Donc on verra, avec tout ce qui est mis en place, comment cette cité va se construire, comment Gaspard et la Guerra vont peut-être avoir enfin une incidence d'une quelconque façon depuis quelque temps. On verra. À bientôt pour l'épisode 19. Bye.